Merci beaucoup. Je voudrais prendre 1 minute de mes 20 minutes pour renforcer un peu Pape Gora, dans la mesure où j'ai, après tout, quelques informations sur la pêche, pour dire que l'échec du gouvernement actuel, ce n'est pas simplement à ce niveau, mais aussi au niveau de la pêche continentale, qui est le parent pauvre, et qui pouvait être quelque chose qui soulagerait, disons, l'effort de pêche considérable exercé sur les ressources maritimes. Et l'autre alternative qui pouvait être la pisciculture aussi, nous savons tous, est un échec patent, ce qui fait qu'il y a donc une surexploitation de la ressource, et ce qui pose énormément de problèmes. Maintenant, certainement dans les débats, vous reviendrez sur les accords de paix, mais tout le monde sait pourquoi on avait arrêté les accords et pourquoi on a signé les accords bien après. Et tout ce qu'il dit sur les entreprises de pêche est vrai. J'en sais quelque chose parce que j'ai eu à les contrôler de 98 à 99. Donc, je connais bien ce qui se passe. Et la plupart du temps, ceux qui sont censés être les propriétaires, nous savons, pour l'essentiel, sont des prête-noms. Maintenant, pour venir à mon thème d'aujourd'hui, formation professionnelle et emploi des jeunes, il faut tout simplement dire qu'à l'heure actuelle, il est admis, tout le monde admet, parce qu'il y a des vérités qui deviennent universelles, que tout besoin de développement endogène, donc d'émergence, ne peut trouver de réponse valable et viable en l'absence de ressources humaines qualifiées et compétentes. Donc tout ce qu'on dit depuis le début, secteur secondaire qui doit porter le développement, l'économie, pêche, etc., tout ça, si vous n'avez pas les ressources humaines compétentes, vous n'atteindrez pas l'objectif visé. Parce que nous tous, nous admettons que le développement du capital humain demeure le meilleur investissement pour soutenir le développement économique et social. D'ailleurs, on admet de plus en plus au niveau des entreprises, et nous en savons quelque chose, nous qui enseignons la gestion des entreprises dans les écoles et autres facultés, que la première richesse d'une entreprise, ce sont les ressources humaines, mais aussi que la première richesse d'un pays demeure encore les ressources humaines. Senghor avait l'habitude de dire l'homme est au début et la fin du développement, mais je crois qu'à l'heure actuelle, tout le monde est d'accord que pour qu'un pays puisse se développer, il faut nécessairement avoir une population bien éduquée, une population bien formée. Mais au-delà de cette formation et au-delà de, disons, cette éducation, il se pose un problème crucial à l'heure actuelle et qui menace bien la quiétude de bien des pays, c'est le problème du chômage des jeunes, aussi bien à l'échelle mondiale qu'à l'échelle sous-régionale, pour ne pas dire à l'échelle régionale, c'est-à-dire dans la zone Afrique, parce que sur les 85% de chômeurs, sur 100%, si vous prenez 100 chômeurs, les 85% résident dans les pays en voie de développement comme les nôtres, autrement dit, surtout dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Et nous admettons que cela constitue en quelque sorte, disons, une bombe à retardement dans la mesure où l'essentiel de ces jeunes qui ont besoin de travail, s'ils ne trouvent pas un travail, peuvent constituer en quelque sorte un danger pour la quiétude des nations intéressées. Et malgré les avancées et les efforts au plan de l'éducation et de la formation, nous savons tous que, pour l'essentiel, les profils que les écoles et les universités produisent ne répondent pas aux besoins des entreprises. Et cela est vérifié un peu partout dans la mesure où nous savons que
l'essentiel de la formation est assis sur la théorie et le volet pratique constitue la portion congrue. D'ailleurs, ceux qui sont dans le domaine universitaire savent qu'avec la réforme LMD, on dit qu'il faut 25% de professionnels et 75% disons, d'universitaires. Mais même 25% de professionnels ne suffirait pas dans la mesure où la pratique en entreprise constitue, en tout cas, n'est pas effectif et cela, en quelque sorte, altère la qualité des produits que ces écoles et facultés produisent. Maintenant, il faut simplement faire l'état des lieux rapidement, comme on a des contraintes horaires. Pour l'état des lieux, on sait qu'au Sénégal, on n'a pas un problème de formation en termes de quantité. Et moi qui vous parle, il a raison. J'ai chaque année au moins 17 modules au niveau entre la fac de droit, l'école supérieure polytechnique et l'IFAS, qui dépend de la FASEC. Donc, tout ça, c'est des milliers de personnes qui sont formées. Mais le problème, ce n'est pas la qualité, mais c'est surtout la quantité. C'est pas la quantité, mais c'est surtout la qualité qui pose problème. Parce qu'il y a un déphasage entre la formation et les besoins des entreprises, parce qu'il n'y a pas cette adéquation entre formation professionnelle et emploi. Cela revient à dire que beaucoup d'efforts ont été faits et continuent à être faits, mais néanmoins, la réponse n'est pas encore trouvée dans la mesure où il faudrait nécessairement qu'on forme par rapport aux besoins des entreprises. Le deuxième problème qui se pose dans notre pays, c'est l'instabilité institutionnelle et les insuffisances budgétaires. Vous savez que la formation professionnelle n'a pas toujours été gérée par un seul département ministériel. Ça, nous le savons. Elle a toujours été rattachée à un département ministériel autonome, comme le ministère du Travail sous Abdou Diouf et de la formation professionnelle. Et maintenant, c'est devenu un démembrement d'un ministère et tous les ministères presque ont leur école de formation. Et ce qui est le plus grave pour ce qui est de ce manquement ou de cette faiblesse, c'est que la formation professionnelle n'a pas l'heure de faire partie d'un même ministère que l'emploi. Donc là, il y a l'emploi, là, il y a la formation professionnelle, alors que les deux devaient aller de pair. Cette dispersion aussi n'épargne pas l'emploi, une fois de plus, qui était géré par plusieurs agences avant 2014, ce qui a poussé donc, les autorités publiques à plus de rationalité, et on a eu à dissoudre certaines agences que vous connaissez bien. Maintenant, à l'heure où nous parlons, donc, l'emploi et la formation professionnelle sont répartis entre le ministère de la formation professionnelle et de l'artisanat et le ministère chargé de l'intensification de la main-d'œuvre, dont la dénomination, en tout cas, pose problème aux experts en organisation administrative, parce qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire intensification de la main-d'œuvre. Bon, ce n'est pas un ministère d'intensifier la main-d'œuvre, ce sont les entreprises qui doivent intensifier la main-d'œuvre par le biais des investissements. Donc, un éclatement que personne ne peut comprendre dans la mesure où chaque ministère, je l'ai dit tantôt, a ses écoles de formation professionnelle destinées à la production soit de fonctionnaires, parce qu'à l'époque, les écoles formaient des fonctionnaires, soit aussi pour le privé, autrement dit pour les entreprises. Cette valse institutionnelle, quoi qu'on puisse dire, est préjudiciable au secteur. Et à ce problème institutionnel, ça veut dire le fait qu'on n'ait pas un regroupement entre les deux entités. À cela s'ajoute aussi la modicité du budget qui est consacré à la formation professionnelle et technique. Vous ne pouvez pas dire que le moteur du développement, c'est l'homme, mais l'homme bien formé, et ne pas consacrer, disons, une partie consistante du budget à cette formation.
Parce que quand on parle de formation aussi, ça veut dire qu'on parle de formation professionnelle, de formation qui permet de doter à un individu un métier qui lui permet de travailler, de produire de la richesse et non pas des connaissances comme on en a dans l'enseignement général qui, paraît-il, disons, consomme un tiers du budget national. Donc, il faudrait nécessairement qu'un effort soit fait au niveau de la rationalisation institutionnelle, mais aussi au niveau du budget. Il paraît que le président sortant a prévu d'allouer non plus 25% de la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur à la formation professionnelle, mais 100%. Bon, on verra, comme la promesse est pour 2018, mais quel que soit X, 2018 est à moitié consommé puisque nous sommes au 7e mois. Maintenant, des efforts, certes, ont été faits. Il y a eu le FONDEF qui a été, disons, dissous et on a créé le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, 3FPT, à travers un décret de 2014. Mais ce fonds aussi, le problème souffre d'anémie budgétaire. L'autre grand problème, c'est l'inadaptation des programmes. Bon, avant l'avènement des écoles privées supérieures de formation professionnelle au milieu des années 90, la totalité de la formation professionnelle, nous savons, était l'œuvre de l'État. Plusieurs centres de formation étaient répartis dans les pays, dont certains formaient des artisans, d'autres des ouvriers qualifiés. On a eu à Thiès, même on a eu à Kaffrine pour la menuiserie et autres. En plus, il y avait beaucoup d'écoles de formation de fonctionnaires qui recrutaient à partir du BFM ou du bac. Nous, à notre temps, quand vous aviez le brevet, il y avait 47 possibilités de concours d'admission dans des écoles nationales où sortaient de futurs fonctionnaires. On pouvait aussi y ajouter l'Université de Dakar et quelques grandes écoles de formation des cadres de l'administration publique que tout le monde connaît. Il est à noter aussi que les programmes conçus à l'époque coloniale ont perduré jusqu'après les indépendances et on en retrouve encore des traces au niveau de certaines formations. Donc, le problème, donc, quand ce programme que je viens de décrire persiste encore dans nos programmes, dans nos curricula, ça pose un énorme problème pour l'adéquation entre formation professionnelle et emploi. D'ailleurs, le patronat l'a décrié. Lors de la 11e édition du Forum du premier emploi, Mbagnick Diop a eu à décrire cela pour dire qu'on forme beaucoup de jeunes, mais ils ne peuvent pas être, pour l'essentiel, recrutés par les entreprises parce que le profil qu'ils ont ne correspond pas au profil de poste. Donc, il faudrait nécessairement qu'on adapte la formation professionnelle aux besoins de l'entreprise, mais aussi aux nouveaux métiers qui sont en gestation, car le manque de cohérence entre la formation professionnelle et l'emploi d'emploi des entreprises pose surtout la problématique de l'employabilité, c'est-à-dire l'ensemble des préalables qu'une personne doit procéder à un niveau minimal afin de chercher et de trouver, et de conserver un emploi. Et au demeurant, donc en dehors du secteur de l'apprentissage, surtout de l'apprentissage informel, la formation professionnelle pose un problème d'adéquation avec l'emploi. Mais nous avons aussi, parmi ces problèmes qu'on soulève, l'obsolescence du matériel. Votre attention, s'il vous plaît. L'obsolescence du matériel, ça veut dire que le matériel qu'on utilise pour former la plupart du temps les élèves et les étudiants dans les écoles, en tout cas les apprenants, n'est plus en adéquation avec les avancées technologiques, ce qui pose un énorme problème pour plus tard quand ces personnes seront recrutées au niveau des entreprises. Le quatrième problème, pour aller vite, c'est le manque de synergie école-entreprise.
les écoles forment pour l'administration, mais aussi pour les entreprises. Et le bon sens voudrait que celles-ci, ces écoles, forment selon les besoins des entreprises et de l'administration. Pour l'administration, ça pose moins de problèmes, mais pour les entreprises, on a un énorme problème dans la mesure où cette formation ne correspond pas toujours aux attentes des entreprises, ce qui a poussé d'ailleurs l'État à encourager les stages en entreprise avec l'adoption récemment d'un décret sur les stages et sur la formation professionnelle, excusez-moi, sur l'apprentissage. Donc, il faudrait, dans le cadre de la formation, inculquer dès le cycle secondaire la culture d'entreprise, ça veut dire l'entrepreneuriat, aux élèves qui sont en formation, ce qui permet de les initier aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et il faut créer aussi un lien entre le système de production de qualité qu'est l'enseignement et l'entreprise pour permettre aux gens qui sont formés d'être immédiatement opérationnels une fois sortis des écoles et des facultés. Il y a aussi l'évolution technologique qui est plus rapide que les ajustements pédagogiques, cela va sans dire. Quand on a un programme en déphasage avec la réalité de l'entreprise, cela entraîne aussi, en quelque sorte, un retard dans l'évolution des outils d'enseignement, mais aussi dans les programmes et les enseignements. En outre, il faut dire que l'école, pour être performante et répondre aux attentes de l'entreprise, en tout cas du secteur privé, elle doit en quelque sorte avoir un rapport continu avec l'entreprise et permettre aux entreprises aussi d'intervenir directement ou indirectement dans la définition des programmes. Heureusement, avec les ISEP, on a pensé à ça dans la mesure où un exemple est à Thiès où c'est un directeur général d'une entreprise qui est le président du conseil d'administration de l'ISEP. C'est comme si aujourd'hui on admettait que le recteur de Dakar ne soit plus le président de l'Assemblée de l'université, mais un patron d'industrie qu'il puisse l'être. Au niveau des solutions que nous pouvons préconiser, compte tenu de tout ce que nous avons soulevé comme tard, comme manquement, comme carence, comme insuffisance, nous pouvons tout simplement proposer ce qui suit. C'est d'abord rationaliser davantage le cadre institutionnel de la gouvernance de l'emploi des jeunes. C'est pour répondre au premier point que j'avais évoqué pour dire qu'il y a un problème institutionnel qui est là. Il s'agit de maintenir dans l'architecture gouvernementale actuelle, en renforçant le budget plutôt du ministère chargé de l'artisanat, de la formation professionnelle et technique. Ça, c'est un premier pas. En outre, revenir aux 6% que le code de Amadouba, que décriait tout à l'heure le premier intervenant, a fait disparaître, et personne n'a compris, des formations en informatique et en entrepreneuriat. Ça, ce n'est pas destiné aux entreprises, mais c'est surtout destiné à l'entrepreneuriat, disons, personnel, pour permettre aux gens de créer eux-mêmes et de gérer leurs propres affaires quand les études n'ont pas prospéré. Il faut alors aussi inclure la notion de l'entrepreneuriat dans tout ce qui peut être fait au niveau des jeunes déscolarisés. Je pense surtout aux jeunes de la banlieue qui n'ont pas pu poursuivre des études et qui sont pour l'essentiel dans le secteur informel. Et dans le cadre de cette mise en œuvre, il faut nécessairement prévoir une nouvelle politique de réforme à partir de mars prochain, quand le Sénégal aura changé de président de la République. Il faut impliquer les entreprises. Bon, je crois que là aussi on peut faire l'économie, on l'a déjà dit, et il faut favoriser la polyvalence. Autrement dit, il faudrait que les produits conformes puissent ne pas être des hommes ou des femmes à un seul métier. Les gens de ma génération ont changé plusieurs fois de métier.
j'ai eu dans ma vie 3 formations professionnelles, à changer 3 fois de métier, mais aussi à, disons, occuper diverses positions, pour ne pas dire fonctions, qui n'avaient pas de lien direct avec ma formation initiale. Je crois que ça aussi, il faudrait que les gens pensent à ça. Ça veut dire à la polyvalence. L'autre chose que je voudrais dire, il y a des perspectives pour aller vite, je crois que je suis dans les délais. Le gouvernement de la République du Sénégal d'avril prochain pourrait opérer une réforme globale de notre programme éducatif pour faire du secteur de l'éducation et de la formation le principal levier d'impulsion et de développement de l'économie. Ça veut dire c'est quoi? Ça veut dire qu'il faudrait qu'on aille au-delà de ce que les gens appellent PSE, en innovant et en permettant en quelque sorte à l'éducation et à la formation d'être des pourvoyeuses, disons, de produits qui peuvent être utiles aussi bien pour les entreprises, l'administration, mais aussi qui puissent en quelque sorte permettre aux gens qui sont formés d'être autonomes et de créer l'auto-entreprise, quoi, de créer. L'autre suggestion que je voudrais faire et qu'on pourrait retenir, c'est qu'on pourrait aussi, en quelque sorte, penser à créer des pôles régionaux qui se distinguent par les spécificités au plan des potentialités économiques. Et à partir de ce moment-là, on pouvait y développer des filières, y développer, disons, en tout cas, y développer des activités économiques et faire des investissements qui sont en conformité avec la réalité du milieu. Par exemple, la zone du fleuve, ce serait la région de Saint-Louis, Matam, le bassin arachidier, essentiellement l'ancienne région du Sine Saloum plus la région de Diourbel et celle de Thiès, la zone sylvo-pastorale Louga, le Sénégal oriental, Tambacounda, Kédougou, Casamance, Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, et les Niayes, parce que les Niayes ont une certaine particularité. Et dans le bassin arachidier, on pouvait y faire, y développer plusieurs métiers qui seraient liés à l'agriculture, prestation de services agricoles, création et entretien de bassins de rétention, dispositifs de collecte et circuits de commercialisation, production de semences certifiées et de plants, vente de semences, engrais. Ces activités ne demandent pas une formation très pointue et permettraient non seulement de retenir les personnes au niveau de leur terroir pour désengorger Dakar, parce que, quoi qu'on puisse dire, plus de la moitié des personnes qui sont à Dakar n'habitent pas à Dakar. Si vous ne me croyez pas, le 22 août prochain, promenez-vous à Dakar, vous verrez que Dakar sera vide. Parce que c'est la Tabaski, monsieur. Tout le monde rentre au village. Donc, on peut aller au niveau du fleuve pour dire il y a des potentialités inexploitées au plan des terres irrigables. Et là, on pourrait y mettre beaucoup d'activités avec le maraîchage, mais aussi, pourquoi pas, au niveau culturel, parce qu'il y a, je crois, une balade qui se fait sur le fleuve avec le fameux bateau. Le pôle de la Casamance permettrait en quelque sorte de développer les cultures fruitières, l'arboriculture, la foresterie. Ça nous permettrait d'épargner nos arbres. Al-Haïdar s'est beaucoup bâti, mais rien à faire. L'anacard, le maraîchage, sans parler des 86 km de littoral et des 300 km du fleuve, tout cela pourrait constituer des potentiels où on pourrait développer des métiers qui permettraient non seulement de fixer les populations, mais aussi d'attirer d'autres populations des autres régions pour venir s'y fixer. Je me souviens quand on était jeunes, les gens n'émigraient pas vers Dakar, ils allaient vers Kaolack. Les gens de ma génération s'en souviennent. À partir de novembre, les gens quittaient pour aller à Kaolack, parce que Kaolack était un pôle économique extrêmement dynamique avec la terre arachidière.
et d'autres allaient vers Mbour, et Dakar était l'exception. Maintenant, tout le monde vient à Dakar, et ceux qui arrivent ne veulent plus quitter, ce qui pose un énorme problème. Donc, au-delà de l'adaptation, on a le Sénégal oriental aussi, qui sont des vastes étendues de terre, où on pourrait développer l'agriculture, mais aussi il y a les activités liées à la chasse, puisqu'on a un vaste parc géologique à ce niveau, et on pourrait à ce niveau aussi développer la foresterie, dans la mesure où l'industrie du bois va de plus en plus se développer au Sénégal, avec l'accroissement de la classe moyenne que nous souhaitons avec l'avènement du pétrole. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Bertrand. Très riche, on aura l'occasion de revenir durant la synthèse et durant les débats. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui s'intéressent à ce que nous sommes dans la salle, qui vont aussi peut-être prendre la parole. Alors, on va faire trois choses rapidement. D'abord, on envie de vous annoncer qu'il y a un petit cocktail à la fin de cet atelier. Donc, pour ceux qui s'impatientent parce que le vent est couillé, vous avez une solution alternative. Dans les réunions, on se propose toujours des solutions pour quand les autres pensent au problème, nous pensons aux solutions.